Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de survivalisme. Ce qui m'a inspiré ce sujet, c'est une série de documentaires que j'ai vus sur Channel 5, la chaîne britannique. Une série de documentaires accessibles gratuitement en ligne. Alors, si votre adresse IP est hors du Royaume-Uni, il vous faudra certainement un VPN pour la visionner. Mais ce n'est pas fondamentalement important pour la compréhension de ce podcast. Cette série est présentée par un journaliste anglais qui s'appelle Ben Fogle. Le principe est d'aller à la rencontre de gens qui ont tout abandonné pour vivre loin de la civilisation. Et lorsqu'on dit loin, c'est-à-dire Alaska, cercle polaire, le nord de l'Écosse, la Namibie, un coin perdu au milieu d'une forêt dans le Tennessee, sans électricité, sans eau courante, à plusieurs centaines de kilomètres des villes et de la civilisation. Le dénominateur commun entre tous ces gens, c'est qu'il s'agit pour la plupart de personnes qui vivaient très confortablement. Ils ne se définissent pas comme survivalistes, mais ça a été pour eux plutôt une sorte de révélation. C'est des gens adaptés comme on peut en trouver dans toutes les grandes villes du monde, qui vivaient très bien, qui avaient l'appartement à Londres ou à New York, qui avaient le 4x4, le gros salaire, le salaire à 6 chiffres, le salaire à 7 chiffres pour certains, et qui se sont levés un matin en disant « ça ne peut pas continuer, ce genre de vie n'est pas possible, on est en train d'échanger notre temps contre de l'argent, on n'a pas le temps de voir nos proches, on n'a pas le temps de voir le soleil se lever, on n'a pas le temps d'admirer un coucher de soleil, on est complètement déconnecté de la nature, même si on gagne bien notre vie, même si on est complètement adapté à cette société, il y a un truc qui cloche. » Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce qu'on n'est pas dans la démarche du bobo qui fait sa crise de la cinquantaine ou sa crise de la quarantaine et qui prend son sac à dos et qui va faire le tour du monde. On n'est pas dans ce délire, on est vraiment dans une démarche authentique de gens qui se sont dit « cette vie n'est plus possible », qui ont tout vendu, ils ont pris un risque, c'est aussi le dénominateur commun entre tous ces gens, c'est que leur départ est sans retour, ils ont vendu leur maison, leur business pour aller construire des cabanes dans la forêt, souvent et certains de leurs propres mains, ils ont appris à travailler le bois, ils ont appris à construire des maisons, ils ont appris à cultiver la terre. Et c'est ça qui est fascinant dans cette démarche, c'est son authenticité. Et ce qui m'a marqué aussi, et peut-être que la raison pour laquelle je m'y suis intéressé, c'est que je me suis identifié à ce genre de personnes parce que quelque part, je fais aussi partie de ces gens qui sont dans le système, qui vivent du système, que le système a bien traité. On va dire que le système m'a mieux traité que d'autres ou m'a mieux traité que la moyenne de la population. Mais tout en ayant réussi à vivre dans le système, je suis conscient de sa perversité, je suis conscient qu'il ne peut pas continuer. Je sais qu'il va dans le mur, je sais qu'il va dans le ravin. Et la seule différence dans cette humanité qui file vers ce ravin, la seule différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches vont vers le ravin dans une belle voiture de sport et les pauvres vont dans le même ravin en calèche. Mais la finalité est la même si on continue à avoir une société basée sur les hydrocarbures, basée sur l'exploitation des ressources naturelles. Nous allons de toute façon, à la fin, parce qu'une société basée sur des ressources finies va forcément finir. C'est une simple logique mathématique. Et je pense qu'il y a des millions de personnes qui sont dans cette situation, qui vivent dans la grande ville, qui profitent de la richesse de la grande ville. Quelque part, c'est quoi la grande ville? C'est une concentration énorme de richesse et presque un pillage de la richesse du reste du territoire par les grandes villes. C'est quoi les États-Unis? Ce pays, continent énorme qui produit une richesse phénoménale, un territoire qui s'étend de la côte atlantique vers la côte pacifique avec une création, une production de richesse et d'intelligence phénoménale. Finalement, toute cette richesse, elle ne se répartit que sur 3-4 villes.
toute la richesse produite par les 350 millions d'Américains serait partie entre New York, Los Angeles et San Francisco. Et le reste se partage les miettes. Donc la grande ville, c'est un peu ça, c'est une espèce de magnète, pareil pour Paris. C'est un aimant qui capture et qui vole toute la richesse produite par le territoire au profit d'une minorité de privilégiés qui vivent dans les villes. Et quelque part, tout en faisant partie de ces privilégiés, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain dans cette démarche, et j'ai toujours su quelque part que c'était un fonctionnement malsain, et même si la grande ville m'a bien traité, même si par l'intelligence, on va dire que je ne suis pas un adapté, je ne suis pas un adapté au système, mon intelligence m'a simplement permis de comprendre le système et d'en profiter. Mais contrairement à certains qui sont complètement adaptés, le fameux manager qui se paye la Rolex dès qu'il a son premier salaire à 6 chiffres, ou dès qu'il a son nouveau contrat avec son salaire à 6 chiffres, le mec qui arbore fièrement la Rolex, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. J'ai toujours eu une espèce de répulsion naturelle aux signes extérieurs de richesse. Des Rolex, j'aurais pu en acheter dans ma vie, mais j'ai toujours eu un point d'honneur à ne jamais le faire, parce que je n'en comprends pas le principe. C'est un peu cette interview entre Joe Rogan et Elon Musk. Joe Rogan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des plus gros podcasteurs américains. Quand il fait un podcast avec Elon Musk, c'est 35 millions de vues. Pour vous donner une idée, on n'est pas dans le youtubeur qui fait 100 000 vues ou 50 000 vues. Lui, c'est 35 millions de vues et un minimum de entre 5 et 10 millions de vues. Et dans cette interview avec Elon Musk, je crois que c'est sa deuxième interview avec Elon Musk, il remarque que Elon Musk ne porte pas de montre au poignet. Et il lui dit, mais pourquoi tu ne portes pas de montre? Elon Musk lui dit, pourquoi je porterais une montre? Et Joe Rogan lui dit, pour avoir l'heure. Et Elon Musk lui répond, j'ai mon téléphone pour ça. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la montre n'a plus vraiment d'utilité. C'est quelque part devenu un bijou. Et c'est assez drôle parce que même certaines personnes qui portent des montres, lorsqu'elles ont besoin de voir l'heure, elles prennent leur téléphone. C'est pour montrer à quel point la montre n'a plus d'utilité. Mais on la porte comme un bijou dans cette société d'hommes féminisés. On porte la montre, on arbore la montre comme un bijou, comme pourrait le faire une femme, ou comme un signe extérieur de richesse dans le cas de la Rolex. Et la Rolex, faut relativiser. C'est vrai qu'il y a des Rolex à 50 000, 60 000, 100 000, 200 000 balles, mais à partir de 7 000 euros, on peut s'acheter une Rolex. Donc c'est à portée de qui on veut. Hein. C'est vrai qu'on a un peu mystifié le truc parce qu'on a une quantité phénoménale de nouveaux riches, on a une quantité phénoménale d'hommes qui ont besoin de montrer quelque chose. Et je juge à peu près les hommes à la taille de leur montre. Lorsqu'il y a une réunion, pour arriver à reconnaître la petite bite dans la salle, je regarde la taille des montres. Plus la montre est grosse, plus le design est exubérant, et plus je reconnais la petite bite. La petite bite ou l'éjaculateur précoce ou l'incontinent. J'arrive à reconnaître le mec qui a un problème dans la chambre à coucher, si tu veux. Plus tu exhibes ta montre et plus tu parles de ta montre, et moins tu as de choses à dire en réalité dans la vie. Plus ta montre est chère, plus ta montre est grosse, et plus ta vie est vide. Quelqu'un comme Elon Musk n'exhibe pas sa montre parce qu'Elon Musk est occupé à faire décoller des fusées, à fabriquer des Tesla, et il a autre chose pour se valoriser dans la vie. Quand tu manges avec Elon Musk, ou quand tu fais une interview avec Elon Musk, ou un entretien avec Elon Musk, il a tellement de choses passionnantes à te raconter qu'il n'a pas besoin d'exhiber sa Rolex pour t'impressionner. Donc la Rolex, c'est un peu l'outil de l'homme, l'outil bijou de l'homme féminisé qui n'a rien à raconter et qui a besoin d'exprimer sa richesse, sa réussite, son statut par la montre. Et même avant d'avoir cette analyse, j'ai toujours eu naturellement, sans le savoir, une espèce de répulsion naturelle à ce type d'objet, tout en ayant les moyens de l'acheter, tout en ayant eu une ascension sociale au-delà de la moyenne. Je me suis toujours fait un point d'honneur à ne pas
acquérir ce type d'objet parce qu'il représente tout ce qui me répulse quelque part dans la vie. Et je me pose de temps en temps la question de quelle sera ma démarche ou quel sera mon cheminement ou quel sera mon point final, parce que je ne suis pas un adapté, je ne suis pas adapté à la société consumériste, je l'ai simplement compris, j'en connais les mécanismes, je sais en extraire la ressource et la richesse, mais ce n'est pas un environnement auquel je suis naturellement adapté. Et il est vrai que je me pose parfois la question, est-ce que lorsque j'aurai 50 ans, je supporterai encore ce type d'environnement? Est-ce que à 50 ans, je supporterai encore la vie des bars à cocktails, des tours de verre, de ces villes, de ces grandes villes de plusieurs millions d'habitants? Est-ce que c'est un environnement où je pourrais vivre encore, sachant que déjà, maintenant, j'ai une critique et quelque part une analyse très critique par rapport à ce type d'environnement. Et je ne serais pas surpris que dans une dizaine d'années, mon cheminement soit celui de ces gens que je vois dans ce documentaire, qui bazardent tout, qui vendent tout, et qui finissent dans un endroit, dans une cabane, au milieu de la forêt, à faire leur feu de camp et à fabriquer leurs propres outils, à cultiver leur propre jardin. Honnêtement, je ne serais pas surpris que mon cheminement final me mène vers ce type de vie. La question qui demeure, c'est où placer le curseur? Est-ce que ça sera vraiment un extrême coupé de la civilisation à vivre complètement seul, sachant que j'ai une tendance naturelle aussi à la solitude? C'est pas quelque chose qui me fait peur. J'arrive à me stimuler intellectuellement. Souvent, les gens me demandent, dans mon entourage, hein, mes amis, ma famille, ils me disent « Mais tu fais quoi tu fais quoi à Londres pendant tout ce temps où tu es tout seul ?» et la question même me surprend quand les gens me disent « Tu fais quoi ?» Mais vous ne réalisez pas le nombre de choses qu'on peut faire, le nombre de choses qu'on peut créer, qu'on peut produire, le nombre c'est incroyable. Je suis surpris que le problème des gens, c'est qu'en fait, ils aiment être pris en charge. Donc, dès qu'il n'y a pas de patron pour leur dire ce qu'il faut faire, dès qu'il n'y a pas de système pour leur dire « Lève-toi à 7 heures, va bosser, arrête-toi à midi, mange, retourne bosser à 13 heures ou à 14 heures, rentre chez toi à 18 heures, regarde la télé, regarde telle série, mange encore, baisse ta femme si t'en as une et si tu peux encore, puis tu dors, puis tu te relèves à la même heure le lendemain matin et tu recommences. » Et dès qu'ils n'ont plus cette autorité pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ils sont perdus. Ils ne savent pas se lever en se disant qu'aujourd'hui, je suis le maître de mon esprit. Personne ne me dira quoi faire, je suis maître de mon esprit et je fais ce que je veux. La majorité des gens, je dirais 90 ou 95% des gens, seront totalement perdus si tu leur donnes leur destin en main et tu leur dis de faire ce qu'ils veulent. Hein. On le voit d'ailleurs, les gagnants du loto, tous les gens qui deviennent de façon un peu accidentelle, autonomes et libres, finissent souvent en catastrophe parce qu'ils n'ont jamais vraiment pris leur destin en main. L'ouvrier qui gagne au loto a des chances de dilapider sa fortune en quelques mois ou en quelques années parce qu'il ne s'est jamais pris réellement en charge, il a toujours eu une autorité supérieure qui lui dit quoi faire. Mais tu verras que le jour où tu as compris que t'es maître de ton destin, comme dans le poème Invictus de William Ernest Henley, « I'm the master of my fate ». I'm the captain of my soul, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et le jour où tu comprends que tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme, que tu as personne pour te dire quoi faire, ben quelque part, t'es enfin devenu un homme. Quelque part, t'es enfin devenu un humain. Mais ce n'est pas encore le cas de 95, pour ne pas dire 99% de la population. Affaire à suivre, est-ce que je finirai dans 10 ans dans une cabane avec une canne à pêche? Fort probable, fort probable. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça aura au moins eu l'intérêt de m'interroger, ou plutôt cette série de documentaires aura au moins eu l'intérêt de me permettre de m'interroger sur cette question du survivalisme, sur comment vivre hors de la civilisation et comment de plus en plus de personnes font la démarche
de le faire. De plus en plus de personnes adaptées au système font la démarche de le faire. Et donc, qu'est-ce que le survivalisme si on devait le définir? Parce que là, on parle de vivre dans la nature comme plutôt une démarche naturelle, qui est plutôt une démarche qui me parle et que je comprends. Mais là, on va parler du survivalisme qui est un peu le truc à la mode dont on parle de plus en plus en ce moment. Un article de planète.fr nous en fait une bonne description. Il nous dit « C'est une nouvelle tendance qui débarque en France, le survivalisme. Dans le Midi, Pierre, âgé de 30 ans, a tout préparé pour le pire. Nourriture lyophilisée, trousse de premiers secours, clé USB cryptée contenant des copies des documents administratifs. Le but du survivalisme est de survivre loin de son confort de civilisation, explique pour Planète Bernard Vidal, sociologue s'intéressant à ce sujet depuis 2012. Le but d'un survivaliste, éviter le monde urbain en se retranchant de la civilisation. Et pour cause, le survivaliste a une obsession qui est celle que la nature est bonne et que la civilisation est néfaste pour l'homme. D'ailleurs, il existe deux types de survivalistes selon le magazine de reportage Vice. Il y a les preppers, apparus dans les années 2000, qui se préparent continuellement à la guerre thermonucléaire, à la fin du monde, à une invasion extraterrestre, en faisant des stocks de boîtes de conserve et de munitions. Et il y a les autres, les indépendantistes, qui prônent leur vie en totale autarcie et cultivent leur jardin. Et il est intéressant de comprendre ces deux types de survivalisme, et moi je les définirais plutôt comme un survivalisme authentique et un survivalisme marchand. Le survivalisme authentique, c'est le survivalisme que le journal a appelé les indépendantistes, qui eux prônent plutôt un retour à la nature, un retour à une forme d'autarcie ou de vie en petite communauté, en cultivant son jardin, en chassant et en cueillant sa propre nourriture, et qui est quelque part un retour aux sources, un retour à la façon dont vivaient les humains il y a ne serait-ce que quelques centaines d'années. Et il y a les preppers qui sont pour moi plutôt une forme de survivalisme marchand. Parce que le prepper, celui qui prépare tout, celui qui fait des stocks en se préparant à la catastrophe, à l'Armageddon, c'est quelque part un survivaliste de la société marchande. Il est quelque part, à mon opinion, à mon humble opinion, il est quelque part pleinement dans le système qu'il critique, tout en critiquant le système, tout en disant que le consumérisme ne peut pas continuer, qu'il nous mène à la catastrophe, qu'il nous mène à la fin du monde. Le prepper va stocker pour des dizaines de milliers d'euros des aliments, des gadgets, des batteries. Le prepper, quelque part, c'est un peu le survivalisme du riche. Tu ne peux pas être un survivaliste, le survivaliste à la mode, hein, parce que le prepper, c'est celui qui fait le plus de bruit. Vous savez, c'est ceux qu'on voit aux États-Unis qui achètent des bunkers, ils passent leur week-end dans leur bunker pour les entretenir. Ils achètent pour 10 000, 20 000, 30 000 dollars de nourriture, de boîtes de conserve. Ils achètent des batteries, ils stockent. Donc, il faut beaucoup d'argent pour être ce type de survivaliste. Hein. C'est un peu le survivalisme du riche. C'est le survivalisme à 50 000 dollars, même à 100 000 dollars. Hein. Tu achètes ton bunker à 50 000 dollars et après, tu achètes de la bouffe, des armes, des batteries, des torches, du PQ. Voilà, c'est le survivalisme PQ. C'est le survivalisme. Pour moi, c'est un peu aussi le survivalisme de l'homme féminisé, le survivalisme de la société de consommation, le survivalisme marchand. Et je trouve que c'est un comportement assez schizophrénique. Hein. C'est le survivaliste qui te dit il faut se préparer à la catastrophe, il faut être fort, il faut s'armer, il faut s'équiper, le système c'est de la merde, ça va s'effondrer. Ensuite, il fait quoi? Il se met devant son ordi, il va sur son site survivaliste préféré, il tape achat de nourriture lyophilisée, achat de boîtes de conserve, il achète des vitamines, il achète du thon, des sardines, du saumon en boîte. Il fait chauffer sa carte bleue, 10 000, 20 000, 30 000 balles, et il fait ses stocks. Tu vois, c'est un, du survivalisme de riche, deux, du survivalisme de feignasse,
parce que quelque part, tu achètes des produits marchands, quoi. Tu achètes du PQ. La fin du monde, pour toi, se résume au PQ. C'est un peu le type de survivaliste qu'on a vu lors de la pandémie, où les gens se sont jetés sur le PQ. Jamais, dans tous les scénarios de science-fiction, jamais j'aurais imaginé que le PQ deviendrait la denrée la plus rare. Tu vois, les gens ne se sont pas jetés sur les stocks d'eau, ils se sont jetés sur le PQ. Alors que pour moi, la priorité, c'est vraiment de boire. Tu sais, un être humain ne peut pas survivre plus de quelques jours sans boire. Tu peux peut-être survivre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans manger sur tes stocks de graisse. Par contre, l'eau, il n'y a pas de secret, hein. Au bout de quelques jours, tu te déshydrates et tu meurs. Mais non, les gens se sont jetés sur le PQ. C'est-à-dire que s'essuyer le cul est plus important que boire de l'eau et s'hydrater. C'est un peu le type de civilisation, c'est le type de civilisation dans laquelle on vit. La civilisation du PQ. Et c'est pour ça que je suis un peu critique envers ce survivalisme, parce que pour moi, c'est le survivalisme adapté à la société marchande par excellence. C'est un survivalisme qui est basé sur la peur, c'est un survivalisme qui nous explique qu'on va se prendre une guerre thermonucléaire dans la gueule, qu'on va se prendre une guerre civile, que ça va être terrible, qu'il y aura des gens qui se tirent dessus dans la rue, alors qu'en réalité, les choses sont différentes. Quand on connaît un peu l'histoire, quand on connaît un peu les villes, l'urbanisme, l'architecture des villes, on comprend très bien qu'un effondrement ne se fait pas en 5 jours. Il y a beaucoup de livres à la mode en ce moment qui nous expliquent comment Paris va s'effondrer en 5 jours, comment ça sera la guerre civile. Et malheureusement, alors dommage pour eux, mais c'est des gens pour moi, qui n'ont pas fait suffisamment de recherche. J'ai la chance d'avoir fait 6 ans d'architecture, d'urbanisme, d'anthropologie. J'ai la chance d'avoir lu La cité à travers l'histoire de Lewis Mumford, qui raconte un peu l'histoire des civilisations. J'ai la chance d'être éduqué et je sais comment se passent les effondrements dans l'histoire. Les villes ne s'effondrent pas en 5 jours, c'est plutôt des scénarios hollywoodiens, ou c'est plutôt des romans à sensation. On aime bien la sensation aujourd'hui. On est dans une société féminisée, d'hommes féminisés, qui aiment bien la sensation. Aujourd'hui, l'homme des années 2020 mouille comme la petite pucelle. C'est des gens qui aiment bien les films d'horreur. Avant, les films d'horreur, c'était un truc de gonzesse. Tu vois, quand tu vas voir Scary Movie, tu vas le voir parce que ta gonzesse t'a demandé d'aller le voir. C'est les femmes qui aiment bien les films d'horreur. Ça les émoustille, ça les fait un peu mouiller, ça leur donne de la sensation, des sensations fortes. Et aujourd'hui, dans une société féminisée, les hommes aiment ce genre de sensations. Donc, ils vont lire les romans où l'effondrement se fait en 5 jours, la bagarre dans Paris. Alors que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Quand les Allemands ont débarqué à Paris, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de guerre. Les Parisiens se sont barrés. Il y a eu des dizaines de milliers de morts sur les routes sans que les Allemands n'aient attiré une seule balle. Les Parisiens se sont sauvés. Ils ont quitté la ville. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de bataille. Lorsqu'il y a eu la pandémie du coronavirus, Paris s'est vidé. 30% de la population a quitté Paris. Les gens sont retournés dans la campagne qui est plus sûre que la ville. Ils sont retournés dans leur famille. Les plus riches sont allés dans leur maison de campagne. Les politiciens, les journalistes, tous les gens qui avaient les moyens, les acteurs, se sont tous sauvés dans leur maison de campagne. Et donc, lorsque le cataclysme arrive, l'histoire de la bagarre, on va tous sortir se battre avec des armes, le scénario le plus probable, c'est la fuite. Je le rappelle, pour ceux qui ont un doute, quand les Allemands ont débarqué à Paris, tout le monde s'est barré. Il n'y a pas eu un seul coup de fusil. Donc le scénario un peu de ces gens excités qui nous racontent qu'il y aura la guerre, qu'il y aura la bagarre, c'est un scénario un peu fictif. C'est le scénario de la petite pucelle qui a envie de mouiller. C'est le scénario de la société féminisée qui aime bien la sensation forte. C'est le scénario de la génération qui a grandi avec Hollywood, qui a grandi avec les films de Will Smith qui se baladent dans une ville vide. Et donc, on imagine que l'effondrement, ça va être ça. Et ça fait vendre, la peur fait vendre. Quand quelqu'un écrit que l'effondrement va se faire en 5 jours, il vend des dizaines de milliers, des centaines de milliers de livres. Si l'observateur écrit un livre en racontant un effondrement sur 70 ou sur 100 ans, personne ne va l'acheter, c'est trop long, on aime les sensations fortes. Il faut rappeler que Rome s'est effondrée
sur 500 ans. Hein. Les étapes de l'effondrement de Rome, pour le rappeler, ça a été une période extrêmement longue et je conseille à tous ces gens qui écrivent ces livres catastrophes de se renseigner sur les effondrements des civilisations et les effondrements des villes, de lire Lewis Mumford, de s'intéresser à l'effondrement de Rome. Et l'effondrement d'une civilisation se fait en 5 étapes, si on peut les résumer simplement. La première étape, c'est l'effondrement financier. La deuxième étape, c'est l'effondrement commercial. La troisième étape, c'est l'effondrement politique. La quatrième étape, c'est l'effondrement social. Et la cinquième étape, c'est l'effondrement culturel. Il faut rappeler que Rome, ou l'effondrement de Rome, qui a été d'abord un effondrement financier qu'on peut estimer au 1er siècle avant Jésus-Christ, a commencé par l'épuisement des réserves d'or et l'épuisement des réserves et du minage dans les mines de Médulas, dans le nord de l'Espagne, qui était un peu la réserve d'or de l'Empire romain. L'Empire romain, pour son expansion, avait besoin de plus en plus d'or. C'était la finance de l'époque, c'était l'or. Et les mines, l'or étant une ressource finie, les mines d'or espagnoles étant épuisées, les Romains avaient de moins en moins d'or. Ils ne pouvaient plus investir dans leur expansion, ils ne pouvaient plus maintenir leur armée, ça a poussé à de l'hyperinflation et j'ai retrouvé des chiffres très intéressants. En 301, une livre d'or valait 50 000 deniers. En 311, une livre d'or valait 120 000 deniers. En 324, une livre d'or valait 30 000 deniers. En 337, une livre d'or romaine valait 20 millions de deniers. On est dans l'hyperinflation comme on l'a connu dans notre histoire moderne, comme dans la République de Weimar, comme dans l'effondrement de la monnaie allemande, du Deutschmark, qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. On est dans les mêmes scénarios. Les mécanismes sont différents. Aujourd'hui, on est dans une économie qui s'est déconnectée de l'étalon or et donc on peut imprimer une quantité infini d'argent. Mais si on était encore sur l'étalon or, on aurait eu les mêmes problèmes que les Romains, on n'aurait jamais eu suffisamment d'or pour coller à notre économie. Et donc l'effondrement de Rome a d'abord été un effondrement financier qui a ensuite conduit à un effondrement commercial. Lorsqu'il n'y a plus d'or pour financer l'armée, on ne peut plus sécuriser et entretenir les routes commerciales. Rome fonctionnait comme fonctionne une ville moderne aujourd'hui. Rome importait tout. Rome importait le blé d'Afrique du Nord, importait du vin du sud de la France, importait de la soie de Chine. Rome ne pouvait pas vivre, ou du moins la richesse de Rome n'était maintenue que par la capacité à importer toutes ces denrées de l'Empire vers la capitale. Et ça fonctionne exactement comme fonctionnait ou comme fonctionnent les villes aujourd'hui. Donc la deuxième étape, effondrement économique dû à l'effondrement financier. La troisième étape, c'est un effondrement politique parce que la politique ne fonctionne que sur les impôts. S'il n'y a plus de commerce, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a rien à taxer. Et donc cet énorme empire qui a besoin d'une structure politique phénoménale, un peu comme aujourd'hui, un peu comme l'Union européenne, qui a besoin d'argent pour payer tous ses commissaires parlementaires, cette énorme machine ne fonctionne que sur la perception d'impôts. Donc plus d'économie, plus d'impôts, plus de politique. C'est aussi simple que ça. L'effondrement politique mène à l'effondrement social parce que le social est maintenu artificiellement par les politiques. C'est quoi le RSA, les ACEDIC, la CAF, les APL, toutes ces aides en tout genre. Il n'y a rien de naturel dans tout ça. C'est simplement le racket des commerçants, le racket des producteurs, le racket de ceux qui produisent la richesse pour pouvoir redistribuer l'argent aux plus pauvres, à ceux qui ne travaillent pas, à ceux qui ont des difficultés, aux diverses associations, etc. Mais tout ça, c'est artificiel, c'est politique. Le système social n'a rien de naturel. Il est complètement artificiel et maintenu artificiellement en vie par les politiques. Et lorsque le politique s'effondre, le social s'effondre. Et lorsque le social s'effondre, le culturel
s'effondre parce que le culturel, quelque part, c'est vraiment le dernier stade de la civilisation. Tu ne peins pas d'œuvres d'art lorsque tu as le ventre vide. C'est une fois que tu as bien bouffé, que tu as bien bu, que tu as bien mangé, que tu es reposé, que tu as le ventre dilaté, que tu es repu, que tu es bien, que tu commences à faire de l'art et que tu commences à réfléchir, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui réfléchissent le ventre vide. Hein. La pyramide de Maslow, à un moment, faut que tu bouffes, faut que tu t'alimentes, et une fois que tu es repu, que tu es bien, tu commences à philosopher, à regarder les étoiles, à regarder la voûte stellaire. C'est pour ça que la culture, c'est la dernière étape de la civilisation. Lorsque tu as rempli tous les estomacs, lorsque il n'y a plus de besoins grégaires, lorsque tout le monde a les bases de la pyramide de Maslow, l'essentiel rempli, tu commences à avoir de l'art, de la musique, du divertissement. C'est vraiment le Colisée, c'est la dernière étape de l'Empire romain, c'est déjà la décadence. Et donc, lorsque tu as compris tout ça, tu as compris que entre la raréfaction des réserves d'or vers le 1er siècle avant Jésus-Christ et l'effondrement en 475 après Jésus-Christ, il se passe quand même 600 ans. L'effondrement de l'Empire romain prend 600 ans. Il ne prend pas 5 jours. Et même si on est dans une accélération du temps, même si on est dans une accélération de l'histoire, l'effondrement de la société occidentale ne prendra pas 5 jours ou 10 jours ou 6 mois. Il va prendre un siècle peut-être, voire moins, voire plus. Notre effondrement financier a commencé quelque part en 2008. En 2008, la machine s'est cassée. On ne l'a toujours pas réparée. On essaie de la bricoler avec du quantitative easing, avec de l'impression, en injectant de l'argent, mais on n'a toujours pas réparé le système capitaliste. Il y a un truc qui s'est cassé en 2008, on ne sait pas en sortir. Là, on est dans une espèce de fuite en avant. La seule différence avec l'Empire romain, c'est que nous sommes dans un monde globalisé. Et ça peut tout changer. C'est-à-dire qu'on peut, au lieu d'avoir un effondrement, on peut morpher, on peut se déplacer vers autre chose. Dans un monde qui n'est pas globalisé, quand l'Empire romain s'effondre, les Chinois, ça leur bouge une couille sans toucher l'autre. Si tu veux, ils ont remarqué qu'il y avait moins de demandes sur la soie, mais c'est pas la fin du monde. La Chine ne s'effondre pas ou ne disparaît pas parce que l'Empire romain a disparu. On n'est pas dans un système complètement interconnecté. La différence aujourd'hui, c'est que le premier qui saute fait sauter tous les autres. Même si on n'a rien fait, même si ça ne nous regarde pas, si tu veux, quand tu es français, Morgan Stanley qui saute, ça ne devrait pas te concerner. Tu te dis, mais je m'en fous, Morgan Stanley, c'est en Amérique, c'est à Londres, c'est dans la City. Pourquoi quand JP Morgan saute, je dois sauter avec eux? Mais on est dans un monde globalisé. Le premier qui saute emporte tout le monde avec lui. C'est ça la différence. Et donc, il y a plein de scénarios possibles. Un effondrement global est possible. La civilisation peut morpher, on peut se transformer, on peut passer d'un monde globalisé avec une domination américaine vers un monde globalisé avec une domination russo-chinoise, ou une domination de l'Asie, ou plutôt une espèce d'empire qui va de l'Asie centrale, du Kazakhstan, jusqu'à l'est du Vietnam ou jusqu'en Indonésie. Et ça devient une espèce de mégapôle économique qui continue à attirer l'économie mondiale avec un déclin progressif des États-Unis. On remarque aujourd'hui, par exemple, qu'un pays comme le Royaume-Uni ne s'est pas effondré. L'Empire britannique a disparu, l'Empire britannique s'est effondré, mais est-ce que la culture britannique, est-ce que le Royaume-Uni en tant que pays a disparu? Pas du tout. Il a laissé sa langue au monde entier. Le monde aujourd'hui parle la langue de cette petite île. C'est un miracle en soi. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre ou le Royaume-Uni, c'est rien de plus qu'une île perdue entre la Manche et l'Atlantique. Et aujourd'hui, tout le monde parle la langue de cette petite île. L'Angleterre est toujours une puissance mondiale, donc l'Empire britannique n'a pas disparu, il a morphé. Et on n'est pas dans un type effondrement de l'Empire romain. Aujourd'hui, personne ne parle latin.
Aujourd'hui, personne ne considère l'Italie comme une grande puissance ou comme un grand pays. C'est une grande civilisation, c'est une grande culture, mais ce n'est plus un grand pays. L'Angleterre est toujours un grand pays. Ils ont toujours les services secrets les plus performants au monde, ils ont toujours une grande armée, ils ont toujours une position stratégique puissante et dominante. Et l'Empire britannique n'a pas disparu, il a morphé. On parle anglais de San Francisco à Hong Kong. Il a simplement contaminé le monde, il s'est transformé, il s'est globalisé. Il n'est plus, la maison mère n'est plus l'Angleterre, mais les États-Unis. Et peut-être qu'on ira vers quelque chose de similaire où on va morpher vers le même monde, la même civilisation, avec un leadership différent. Donc, si effondrement il y a, il ne se fera pas en 5 jours ou en une semaine ou en 10 ans. Je pense que ça prendra plusieurs dizaines d'années, un siècle, même dans l'accélération de l'histoire. On ne prendra pas 6 siècles, mais un siècle. Et il se peut qu'il ne s'effondre jamais de façon brutale, mais qu'il continue à morpher, à se transformer jusqu'à la globalisation intégrale. Tous les scénarios sont possibles. Hein. La sagesse, c'est de ne pas s'amuser à essayer de deviner le futur. Personne n'a réussi à deviner le futur, ou personne n'a réussi à prédire le futur. Comme le disait Taleb Nicolas Nassim, le monde est fait d'une série de signes noirs. Personne n'a jamais rien prédit. Personne n'a jamais rien prédit. Personne n'a prédit la bulle économique ou l'explosion de la bulle en 2000. Personne n'a prédit le 11 septembre en 2001. Personne n'a prédit la crise de 2008. Ou aucun politicien ou aucun gouvernement n'a prévu une explosion d'une telle amplitude. Si tu veux, la majorité, la plupart des prix Nobel d'économie, de finance, n'ont jamais réussi à prédire quoi que ce soit. Et le propre de l'économie, c'est que ce n'est pas une science exacte. Et je défie quiconque de me dire quelle sera la situation économique en 2030 ou en 2033. Il se peut qu'on ait un choc majeur vers ces années-là, parce que de toute façon, le système est à bout de souffle. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est un choc qui va tout emporter sur son chemin, ou est-ce que c'est une transformation qui va être plutôt une adaptation sur plusieurs années, sans que le système ne s'effondre totalement à aucun moment. Et aujourd'hui, on est dans une civilisation du savoir. La richesse, ce n'est plus l'or, mais le savoir. Et le propre de l'économie du savoir, c'est qu'elle est illimitée. À aucun moment, on aura fini de creuser dans le savoir. C'est pas une mine d'or où à un moment, tu creuses et il n'y a plus rien. Le savoir est quasi illimité. Et la prochaine technologie qui va révolutionner le monde, personne ne la connaît. Comme personne n'a prévu Internet. Je défie quiconque en 1970 ou en 1950 ou en 1910 d'avoir imaginé qu'un truc comme Internet connecterait tous les êtres humains du monde quasiment comme un seul cerveau, comme un cerveau gigantesque. Donc la modestie, parfois, c'est de dire je ne sais pas. Il y a des pistes, il y a des scénarios optimistes, d'autres scénarios moins optimistes ou pessimistes, mais la sagesse, c'est parfois de dire je ne sais pas. Et une autre raison pour laquelle je suis opposé à ces survivalistes marchands, les survivalistes d'Internet, les survivalistes de la carte bleue, c'est que, quelque part, une fois que tu as survécu au cataclysme, tu as survécu pendant 3 mois, 1 an, 3 ans, en fonction des stocks de bouffe que tu as achetés, à quel type de vie doit-il se préparer, ou quel type de vie va-t-il affronter? Parce que, quelque part, je me dis qu'on a envie de vivre pour une vie qui vaut le coup d'être vécue. Et le survivaliste qui me dit « Moi, j'ai mon masque à gaz, j'ai mon bunker, j'ai mes réserves de bouffe pour 3 ans, même s'il y a un météorite, un volcan, une invasion extraterrestre, peu importe, moi, je suis prêt. » Mais j'ai envie de lui dire « Mais une fois que toi, tu t'es protégé, que le cataclysme est passé, tu sors de ta grotte dans un environnement, ou de ton bunker dans un environnement irradié, toxique, tous tes proches sont morts, tous tes amis sont morts. Est-ce que tu as quand même envie de vivre dans cet environnement ? Moi, je me dis parfois que si le cataclysme est suffisamment puissant pour avoir emporté
ma famille, mes amis, mon environnement, avoir pollué les eaux, avoir pollué les océans, l'eau potable, la nourriture, les plantations. Je me dis, me réveiller dans un monde pareil, à la limite, j'aurais peut-être préféré partir avec les autres. Parce que j'ai envie de vivre une vie qui vaut le coup d'être vécue. Vivre une vie avec un masque à gaz dans un bunker, c'est pas une vie qui m'intéresse. Et quelque part, ces survivalistes sont un peu ces survivalistes extrêmes, ces survivalistes de la carte bleue. Je rappelle encore, pour faire comme ces survivalistes, ou pour écouter leurs conseils ou leurs préceptes, il faut avoir minimum 100 000 balles de côté. 50 000 balles pour le bunker, 50 000 balles pour la bouffe, les armes, les conserves, le PQ, l'eau, etc. Donc c'est du survivalisme de riche, c'est du survivalisme bobo. Et tu vis avec ton masque dans un environnement toxique, tu te dis, ça ne vaut peut-être même pas le coup d'être vécu, tu vois. À la limite, valait peut-être mieux partir avec les autres. Et j'ai trouvé une série de livres qui est très intéressante sur le sujet, qui permet une entrée en matière pour ceux qui, comme moi, ne s'y connaissent pas trop, qui n'ont jamais vraiment été en situation de survivalisme, qui n'ont jamais vraiment vécu totalement en autarcie dans la nature. J'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé plusieurs blogs, plusieurs sites, plusieurs articles sur plusieurs livres, et il y a quelques livres récurrents qui reviennent souvent, et je pense qu'ils méritent de l'attention parce que c'est des livres intéressants et c'est des livres qui sont dans le survivalisme authentique, pas dans le survivalisme de la carte bleue. C'est le survivalisme de la personne qui veut retourner vivre dans la nature, cultiver son alimentation, apprendre à chasser, se rapprocher de la vie authentique, de la vie dépouillée de tout le superflu qu'a apporté le monde civilisé. Le premier livre, la référence en la matière, s'appelle Bushcraft, qui est un guide pratique pour la survie en pleine nature. Je vous mettrai tous ces liens en description de la vidéo, et je suis aussi en ce moment en train de reconstruire mon site, le site de l'Observateur, et je remettrai en ligne la bibliothèque de l'Observateur que vous avez été nombreux à me demander, avec des sections et des livres que je conseille pour les relations hommes-femmes, le survivalisme, la politique, la finance, la philosophie. Et je l'avais fait à une époque, mais j'avais pas le temps de m'en occuper, c'est pour ça que j'ai supprimé ce site. Mais cette fois-ci, je le remettrai en ligne et je le garderai pour un peu plus longtemps, pour beaucoup plus longtemps, afin que vous puissiez tous avoir accès à cette bibliothèque pilule rouge, des livres qui m'ont marqué et des livres qui pourraient être utiles à beaucoup de monde. Donc Bushcraft est le livre du survivaliste par excellence. C'est un livre qui reprend les bases du survivalisme authentique. Donc ce livre vous apprend à construire votre kit de survie, non pas à l'acheter, mais à le construire, à la fabrication d'outils et de fournitures diverses, à la collecte d'aliments dans la nature, à la cuisine, à la protection contre les éléments, et il est basé sur ce qu'on appelle les 5 C de la survie, les outils de coupe, la construction, donc la fabrication d'un abri, les dispositifs de combustion, les conteneurs et le cordage. Et encore une fois, l'intérêt de ce livre, c'est que ce n'est pas un livre qui vous explique comment aller acheter tous les objets possibles et imaginables sur Amazon. C'est un livre qui vous apprend avec 2 bouts de bois, un bout de ficelle, à vous débrouiller, à chasser, à pêcher, à monter votre tente, votre abri, à arriver à vous débrouiller avec très peu de moyens, qui est un peu la réalité du survivalisme. La possibilité d'une météorite, la possibilité d'une guerre nucléaire, elle est assez rare pour ne pas dire nulle dans une vie humaine. Elle n'est pas nulle dans l'absolu, mais elle est nulle dans les 80 ans où tu seras sur Terre. Et donc le cas de figure le plus probable, c'est si tu es perdu dans une randonnée ou pendant une randonnée, si tu es en pleine mer et que ton bateau, tu perds ta boussole et ton bateau perd le cap, si tu es perdu en montagne, c'est un peu ce type de cas auquel tu seras probablement confronté dans la vie,
plus qu'à des espèces de cas extrêmes de guerre civile, de machin. Donc c'est pour ça que j'aime ces livres simples qui t'apprennent à allumer un feu de camp, à entretenir un feu de camp, à chasser des animaux, à reconnaître les plantes toxiques, à savoir comment te nourrir dans la nature, où trouver ta protéine, où trouver tes aliments, tes vitamines, des choses simples mais qui peuvent te permettre de survivre plusieurs jours sans que tu aies aucune assistance extérieure. Le deuxième livre s'appelle Aventure et survie, le guide pratique de l'extrême, qui est l'un des meilleurs livres de survie en toute situation et sous tous les climats. Ce livre apprend la préparation, donc réunir le matériel de survie le plus complet et le plus efficace, la navigation, acquérir les techniques et les compétences pour faire face à l'imprévu, l'alimentation et la santé, trouver les ressources dans son environnement et se soigner simplement. Il inclut aussi la sécurité en milieu urbain, identifier les situations dangereuses, se défendre et sauver des vies, la survie à des catastrophes, réagir dans des conditions extrêmes, inondations, feux de forêt. Et encore une fois, justement, l'intérêt de ces livres, c'est que les scénarios sont beaucoup plus probables que dans les livres catastrophistes du type armes nucléaires, guerre civile et météorites. Le risque d'inondation, le risque de feu de forêt, le risque de te perdre pendant une randonnée, le risque de te perdre en montagne est beaucoup plus probable que le risque catastrophe. C'est pas spectaculaire, ça fait moins vendre, mais dans une vie d'homme, crois-moi, t'es plus susceptible d'affronter un feu de forêt ou une inondation ou un tremblement de terre, par exemple, que la guerre civile, les météorites et les extraterrestres, si tu veux. Un autre livre dans la même tendance, tout aussi simple, qui s'intitule « Comment survivre dans les bois ». Ce livre nous explique comment trouver sa nourriture, s'orienter dans les forêts profondes, se protéger du froid, allumer un feu, construire un abri, se prémunir des dangers, envoyer des signaux de secours, soigner naturellement les blessures et les maladies, s'adapter à un milieu rude et inhospitalier à la façon des trappeurs du Grand Nord. Livre encore une fois très simple, très intéressant et beaucoup plus réaliste que les scénarios catastrophes. Et pour finir, un dernier livre que je n'ai pas trouvé en français, ça s'appelle The Survival Medicine Handbook, le livre de survie médicale, qui est un livre qui nous apprend des techniques médicales très simples mais indispensables. Apprendre à réparer ou apprendre plutôt à soigner une jambe cassée, apprendre à faire des petits gestes de chirurgie très simples, apprendre à reconnaître certaines maladies, gérer des situations d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie quand tu es diabétique et que tu es perdu dans la nature. C'est un livre qui a été écrit par un médecin et un chirurgien qui a travaillé, qui a exercé pendant plus de 25 ans. Et je n'ai pas trouvé d'équivalent français, malheureusement. C'est un gros livre de 670 pages, mais si vous ne parlez pas anglais, si vous ne lisez pas l'anglais, ça va être un peu difficile pour vous. Mais si vous m'écoutez et que vous avez l'équivalent de ce livre en langue française, mettez-le dans vos commentaires ou envoyez-le ou écrivez-moi au travers des commentaires et je serai heureux de l'ajouter à la liste des livres dans la description de cette vidéo. Il doit certainement y avoir un équivalent français à ce livre, alors peut-être pas aussi étoffé, peut-être pas aussi mondialement reconnu, mais bon, c'est toujours mieux que rien si on a quelque chose en français d'équivalent. Voilà pour aujourd'hui, voilà ce que je pense du survivalisme. Pour résumer, je pense qu'il y a deux types de survivalisme aujourd'hui. Un auquel je crois et qui est le survivalisme authentique du retour à la nature, à une vie plus simple, d'une vie où tu peux voir le soleil se lever, le soleil se coucher, d'une vie où tu vis au rythme de la nature, où tu écoutes les oiseaux le matin, d'une vie très simple et d'un survivalisme pratique, le survivalisme de celui qui trouve une maison avec un puits pour l'accès à l'eau potable, parce que c'est beaucoup plus important que la nourriture. Encore une fois, sans eau potable, tu te déshydrates au bout de quelques jours. Sans bouffe, tu peux tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc le survivalisme qui t'apprend à trouver une maison à la campagne avec un puits, qui t'apprend à chasser, qui t'apprend à te nourrir en totale autonomie, à trouver de l'énergie, à installer un panneau solaire, ce type de survivalisme-là me parle beaucoup plus que le survivalisme
euh, pour lequel je suis très critique, mais qui est malheureusement très à la mode, le survivalisme de la peur, le survivalisme marchand, qui t'apprend à acheter des tonnes de choses que la plupart des gens n'ont pas les moyens d'acheter. Encore une fois, c'est un survivalisme de riches qui est basé sur la peur de la guerre civile, de la météorite, de l'invasion extraterrestre, de la guerre nucléaire, de scénarios très peu probables. Un survivalisme un peu, je dirais pas mensonger, mais un survivalisme qui manque un peu d'éducation et de culture, un survivalisme qui ne comprend pas les civilisations, qui ne sait pas comment une civilisation s'effondre, qui ne sait pas comment une ville s'effondre, qui vit un peu le fantasme de la guerre et de l'homme viril, mais quelque part, c'est un peu l'homme vagin qui essaye de jouer à l'homme viril. On est très loin du trappeur, du chasseur authentique, on est très loin de la virilité authentique, on est dans la virilité de la carte bleue qui va acheter des choses sur Internet, de la nourriture lyophilisée, des aliments, et c'est un survivalisme dont je suis très 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 éloigné. Et encore une fois, dans un scénario de guerre nucléaire, je vous le dis tout de suite, moi je préfère partir avec les autres, parce que me réveiller, avoir survécu et me réveiller dans un monde radioactif, sérieusement, pour le type de vie que j'aurais, à la limite, je préfère partir avec les autres, hein. Donc comme ça c'est dit, je suis complètement décomplexé par rapport à la chose. Et c'est mon avis sur la question, hein. On peut pas être d'accord sur tout, mais du moins, cette réflexion, la mienne, a le mérite d'exister. Et une fois que vous avez l'information, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.